podcast Romane avec S. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce nouveau podcast, exactement. Aujourd'hui sur le thème du féminin masculin. Exactement. Un vaste thème qu'on va essayer d'aborder sous plusieurs angles. On va aborder notamment les archétypes, un peu les problèmes que ça peut engendrer, les déséquilibres. Au niveau aussi du genre. Exactement. Donc on va faire un peu un petit balayage sur les choses qu'on pensait intéressantes à amener sur ce vaste sujet. Oui, et pour commencer, histoire de savoir de quoi on parle profondément, parce que le féminin masculin, l'homme, la femme, les genres, tout ça on connaît, on est tous les jours confrontés, rien qu'avec le langage, à ces aspects-là. Oui, complètement. Mais est-ce qu'on sait réellement d'où ça vient, ces termes? D'où viennent ces termes? Donc du coup, je vais vous proposer quelques définitions. Du Larousse, par exemple, pour le mot féminin. Alors, le Larousse dit qui est propre à la femme, qui a rapport à la femme, qui a les caractères reconnus traditionnellement à la femme. Pour le mot masculin, qui appartient, qui a rapport au mâle, à l'homme. Pour le mot femme, être humain de sexe féminin. Et pour le mot homme, être humain de sexe masculin, mais aussi l'espèce humaine considérée de façon générale quand on dit, par exemple, l'origine de l'homme. Ouais. Voilà. D'un point de vue étymologie, pour apporter une couche à cette définition, à ces définitions, donc pour le mot femme, selon la source du dictionnaire orthodidacte, on nous dit qu'il provient du mot latin femina, qu'en latin le mot femina provenait lui-même d'un verbe proche, de sucer, allaiter. Ce nom latin a d'abord servi à dénommer la femelle d'un animal, puis une femme humaine, puis l'épouse d'un homme. Donc on a une évolution au niveau du statut. Ouais, complètement. Par rapport au mot femme. C'est hyper intéressant. En français, le mot femme apparu dès le Xe siècle a aussitôt connu ses deux derniers sens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour parler d'une femme humaine et de l'épouse d'un homme. Il y avait d'autres mots latins qui étaient synonymes de féminin, dont notamment mulier, qui désignait un être humain de sexe féminin, et uxor, qui désignait l'épouse d'un homme. Donc à l'époque, on avait deux termes séparés pour que chacun puisse représenter deux choses qui sont assez spécifiques. Ouais. Ces deux mots ont aussi existé en ancien français, sous les formes moilier et oissour. D'accord. Mais ils ont rapidement du coup été supplantés par le mot femme, qui est aujourd'hui très clairement resté parce qu'on n'utilise plus du tout ces autres termes, si ce n'est qu'on peut retrouver dans certaines langues comme en espagnol, en portugais ou en italien, Molière, Moulière, etc. Oui, d'accord, ok, ouais. On le retrouve. Mais pas en français. C'est vrai qu'en français pas. Le latin féminin se rattache à une grande famille étymologique qui remonte à l'indo-européen. On y rattache aussi les familles des mots fécond, foin, foetus, fils, félicité. Donc en latin, on a par exemple, c'est pas forcément dans le même ordre, mais on a fetus, fetura, fecundus, fenum, fenus. C'est proposé par le dictionnaire en l'occurrence. D'accord. Autrement dit, tous ces mots sont lointainement apparentés car ils proviennent de la même racine indo-européenne. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant aussi de voir le mot fécond, foin, foetus, fils, félicité, ce qu'il représente aujourd'hui pour nous et comment est-ce qu'on les lie au mot femme. Donc ça, je trouvais sympa aussi. C'est assez varié en plus. Ouais, c'est assez drôle. En français, la famille du mot femme contient d'une part des mots qui dérivent de la racine latine femina, donc féminin et féminé, on a aussi féminisation, féminisme, féminitude, féminicide, et d'autre part, on a quelques dérivés et composés formés à partir du mot femme, comme femmelette, sage-femme, femme-objet, et aussi le mot en verlan meuf. Donc voilà, ça c'est des choses qui reviennent. Pour le mot homme, par contre, là on a d'autres choses, donc le dictionnaire nous propose que de l'ancien français, le terme était homme, oumé, homé, voilà, être humain en tant qu'individu humain de sexe masculin, mais pas dans le sens... C'est vrai qu'en fait, en français, on a le terme mari pour désigner l'homme de la femme, mais de l'épouse. Il y a vraiment deux termes, tandis que c'est vrai que, oui, en français... effectivement, il y a épouse. Oui, il y a épouse, ouais. Mais on dit plus... Enfin, c'est quand même plus courant, j'ai l'impression, ou en tout cas très répandu, de dire c'est ma femme. Oui. Et tandis que, oui, tu peux dire c'est mon homme, mais ça va moins être implicite que t'es mariée avec. Oui, complètement. Et puis c'est vrai que ça dépend aussi des générations. Oui, complètement. En fonction. J'ai plus souvent entendu des personnes
disons, passer la septantaine aujourd'hui, dire voilà mon épouse, Oui, plutôt que voilà ma femme. Oui, oui. Enfin, après, c'est peut-être aussi. complètement. Non, mais t'as raison, c'est complètement, je pense, générationnel également, mais... En tout cas, il doit y avoir un truc. Mm. Du coup, voilà. Donc, que nous dit en plus le dictionnaire? Pas grand chose, si ce n'est que bah, voilà, c'est vraiment homme a toujours été être humain, sexe masculin, et il n'y a pas trop d'autres choses qui sont liées à ça. Une autre définition du mot homme qui est proposée par le CNRTL, qui est le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui est être humain considéré dans les qualités ou les défauts propres à la nature humaine. Ce qu'on ne retrouve pas du coup pour le mot femme, pour le coup. Non. Ce qui est intéressant du coup, voilà, c'est que selon la même source, les définitions ne sont pas toujours étoffées de la même manière, et pour la femme, on tourne beaucoup plus autour du rapport matrimonial que de la référence à être quelqu'un d'humain. Voilà, pour les définitions et quelques étymologies pour ce thème féminin-masculin. C'est vraiment super intéressant de voir parfois d'où viennent les mots qu'on utilise très couramment sans forcément se poser de questions. C'est ça, et on les utilise presque tous les jours. Exactement, et qui peuvent déjà poser des bases un peu sur notre société. Totalement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je profite vite qu'on soit encore dans l'aspect étymologie, etc. Ouais, bien sûr. Quand on dit il, elle, on, elle féminin, il masculin, on théoriquement un ensemble groupe ou en tout cas neutre. En réalité, le on provient aussi des mêmes racines justement que le mot homme, donc en fait même le terme neutre, même l'impersonnel est déjà est coloré de caractère masculin. Voilà. Ouais, très intéressant. Je pense que ça pose bien les bases de dans quelle société a évolué l'être humain ces dernières centaines d'années, voire dernier millénaire, je pense. Ouais. Quelque chose comme ça. Et du coup, c'est aussi un peu en partant de ce constat-là, de toutes ces thématiques qu'on aborde, que tu as abordé un tout petit peu, enfin qu'on peut voir en subtilité, qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un sujet sur le féminin masculin. Parce que ça touche vraiment plein d'aspects du quotidien. Et qu'on a tendance aussi à faire des amalgames. Et Et on va en parler avec les archétypes, justement. Ouais, complètement. C'est que féminin ne veut pas dire femme... Enfin, c'est pas le même terme. Oui, ça a la même base, mais... Exactement. Féminin en fait, n'est pas égal à femme et masculin n'est pas égal à l'homme. Voilà, c'est ça. Justement, les archétypes vont nous... exactement. Et du coup, ce qu'on va voir à travers les archétypes, c'est qu'en fait, on est porteur en nous, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne... qui ne se considère ni dans un genre ni dans l'autre, on est porteur de ces deux polarités en fait, de ce côté féminin et masculin, et qu'on aurait peut-être tendance à se dire je me considère comme femme donc je dois avoir les caractéristiques dites d'une femme, ou c'est ce qu'on attend de moi. Si je me considère comme un homme, j'ai les caractéristiques qu'on considère plutôt masculines. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est ça. On a vraiment ces deux polarités en nous, pas forcément de manière égale, ça c'est aussi important de le dire, mais que les rééquilibrer est, je pense, quelque chose d'assez nécessaire pour se sentir plus en phase en fait. Et mieux se connaître. Et exactement. Justement aller peut-être plus loin dans la connaissance de soi et justement de se dire qu'il y a le côté biologique. Voilà. Avec le genre, et même là c'est pas non plus figé parce que ça peut évoluer. Exactement. Il peut y avoir notamment avec tout ce qui est transgenre, etc. C'est vrai que c'est hyper important et très légitime. Complètement. Alors que le féminin masculin, nous en tout cas comme on souhaite l'aborder aujourd'hui, c'est plutôt une question d'énergie. Exactement. C'est plutôt une question de pas forément quelque chose justement de biologique ou non, pas du mais tout, bien au contraire ressenti, d'ailleurs. Plutôt une énergie vers laquelle on tend ou qu'on ne tend pas en fait. Exactement. Et les archétypes peuvent du coup nous aider à travailler ces différentes énergies, autant du coup énergie masculine que féminine, sur divers aspects de notre vie, et peuvent nous aider à justement à aller vers un rééquilibrage pour mieux accepter justement ces deux polarités qu'on a tous, et aussi du coup mieux appréhender les autres en fait, tout simplement. Mieux appréhender, être plus dans l'acceptation qu'on est tous différents, et voilà. Clairement, hyper important. Qu'est-ce qu'un archétype? Les archétypes sont des images symboliques. Il y en a
beaucoup de personnes en fait ont parlé d'archétypes en proposant eux leur dénomination, on va dire. Exactement. Mais c'est vraiment aussi après au bout d'un moment c'est personnel et C'est propre à très chacun. personnel, exactement. Un des plus connus qui a démocratisé les archétypes et qui les a très définis, c'est Carl Jung. Mhm. Mais il y a eu énormément d'autres personnes, Miranda Gray Oui, notamment, ouais. qui en ont parlé. Mais en fait, voilà, les archétypes... alors là, on va vous donner des exemples tout à l'heure d'archétypes un peu connus et puis qui peuvent voilà, donner un peu un ton et puis un peu expliquer ce que c'est et à quoi ça peut servir. Mais évidemment, quand en fait, en soi, les archétypes, on peut les inventer, c'est même des fois plus intéressant. Oui. Donc, Et on peut aussi faire ses propres mélanges. Exactement, Et exactement. se dire que, mais ça on le verra plus tard, c'est pas parce qu'un archétype nous parle à un moment donné qu'on doit s'en contenter et y être cantonné. Au contraire, ça évolue. Ah bah complètement, ouais. Parce que du coup, que permettent les archétypes Là ici j'ai une petite... Ça vient de Alice et Shiva, je sais pas si tu connais le site, à part ça c'est super, mais bon. Oh, donc, merci. Voilà, donc elle propose ici cette petite... Enfin, je sais pas comment dire, mais une sorte de définition. Pas vraiment une définition, c'est plutôt une présentation d'archétypes. Donc effectivement, images symboliques, ce sont aussi des figures dynamiques, des énergies universelles qui nourrissent notre inconscient et peuvent nous permettre d'explorer notre propre fonctionnement et notre propre psyché. Ouais. Ils ne sont pas appréhendés comme des caricatures figées, même si c'est vrai que ça ressemble un peu à des caricatures, mais il faut voir plus loin. Voilà, c'est ça. Mais en fait, comme des représentations de différentes parts de nous-mêmes. Excuse-moi. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, effectivement, c'est vrai que ça peut être vu comme des caricatures, mais du coup, les caricatures ont cet aspect très négatif, alors que l'archétype va aller très profondément, justement, dans les aspects précis, mais pas dans un terme de caricature, mais plus dans un terme d'absolu, de vers quoi on veut tendre, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais pas dans cet aspect négatif de ouais, tu t'en fais trop, c'est grotesque, etc. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment plus les utiliser pour voilà, en prendre ce qu'on peut en prendre, mais c'est plutôt quelque chose vers quoi on tend et qui va vraiment profondément dans un sujet. Je sais pas exactement comment expliquer. On va donner des exemples, je pense que ce sera plus parlant avec mes explications. Est-ce que tu présenterais, s'il te plaît, les archétypes féminins du coup J'ai bien envie de t'entendre en parler. Avec grand plaisir. Alors je vais donner quelques exemples d'archétypes féminins, voilà, soyons clairs, parce qu'effectivement il y en a 1 milliard et comme on l'a dit, on peut soi-même en créer. Mais je vais donner quelques archétypes qui peuvent donner un peu des pistes, qui sont des archétypes très connus. Donc notamment l'archétype de la reine. Donc qu'est-ce que l'archétype de la reine ? C'est pour retrouver cette souveraineté en soi, en fait. Retrouver ce côté royal. L'archétype de la reine, alors pour ceux qui pratiquent un peu le tarot de Marseille, pourrait être pas mal relié à l'arcane de l'impératrice, qui sait régner sur son royaume, mais qui n'est pas là pour donner forcément des directives, être très dans l'action, mais être plutôt celle qui va donner des conseils et vers qui on va venir, qui saura en fait s'asseoir et savoir qu'elle règne quand même, mais dans l'inaction, qu'elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Ouais. Donc retrouver un peu cette souveraineté voilà, en soi. Donc c'est une approche très rapide de ça, mais je vous laisserai aller creuser, on va donner des petits détails. Après, s'il y en a un qui vous titille, c'est là où peut-être il faut aller chercher un peu plus loin. Et après, s'inspirer de ce qui existe également, hein, prendre des exemples de reines qui vous passionnent, etc. Je ne sais pas. Enfin voilà. Un autre archétype, un peu dans la même veine, l'archétype de la dame. Alors la dame, c'est vraiment dans le sens la dame dans les histoires du roi Arthur, la dame du lac par exemple. Ah oui. Dans ce sens-là, cette dame-là, pour qui en fait son chevalier va suivre une espèce d'épopée. Alors pas elle va rester de nouveau, c'est pas elle qui va être dans l'action une fois de plus, mais c'est pas une fois encore de comment dire ça,
c'est pas dans un aspect négatif de elle fait rien, elle attend, elle est là pour qu'on la serve, etc. Non, c'est plus dans le sens où elle est là pour motiver le chevalier à avoir un certain but. En fait, c'est un peu comme si c'était son vrai but. Souvent, on parle des chevaliers de la table ronde qui vont à la poursuite du Graal, etc. C'est plutôt le vrai but là-dedans, c'est finalement de faire tout ce parcours pour mériter l'amour de sa dame. Mais oui, c'est une conquête. C'est ça, exactement, une quête, une conquête, exactement. Donc c'est un peu dans ces énergies-là, justement, et du coup, ça, si ça vous intéresse, la dame, si ça vous parle, les chevaliers, la table ronde, etc., je vous invite à lire un peu toute la littérature qui parle d'amour courtois, de fine amour, de choses comme ça. Tellement, regardez Kaamelott. Également, c'est peut-être pas la meilleure approche, mais c'est une approche un peu plus moderne. Mais ça peut donner pas mal d'informations sur cet archétype de la dame. On a aussi l'archétype de l'éveilleuse. Ça, c'est un archétype plus subtil, dans le sens où c'est vraiment cette idée que la femme, en tout cas la polarité féminine, mais la femme, si on veut aller un peu plus loin, a en soi cette capacité à initier, à éveiller les hommes, justement. Et c'est ce qui peut-être a fait peur en fait à beaucoup d'hommes, qui a ensuite engendré tout ce qu'on connaît de société patriarcale, etc. Mais la femme, elle a cette capacité. Alors, ça peut partir dans du très spirituel. Là, je donne des informations qui sont transmises par Hélène Huck, si jamais ça vous intéresse. Elle en parle beaucoup mieux que moi. Mais à la base, elle est tarologue, mais elle fait énormément d'autres choses. Et elle s'est beaucoup penchée sur les archétypes, etc. Donc, je vous donne un peu des informations qu'elle transmet très certainement mieux que moi. Donc, Hélène Huck, si jamais, ça s'écrit H-U-C. Et Hélène, tout simplement. Donc voilà. Mais elle parle justement de tout cet aspect initiatrice de la femme qui est là pour un peu être une sorte de transmission entre la terre et le ciel pour l'homme. Mais là, on part vraiment dans des choses beaucoup plus spirituelles. Alors, peut-être dans un prochain podcast, on pourra plus développer ça. Mais voilà, cet aspect initiatrice, éveilleuse, des consciences... qui notamment a énormément été un archétype pour le coup qu'on peut donner qui est parfaitement ancré là-dedans et qui en même temps a tous ces autres archétypes en elle, c'est Marie-Madeleine. Oui. Marie-Madeleine, la femme de Jésus, qui était justement son égale, qui a également qui était initiée justement à plein de rites égyptiens notamment. C'était une prêtresse, etc. Donc, et c'est vraiment l'exemple parfait de cette éveilleuse, si on veut. Donc voilà, mais c'est des petites infos, mais c'est pour aller plus loin ensuite. Parce qu'il y en a beaucoup, donc je vais pas non plus rester 1000 ans là-dessus. Un autre archétype qui est vachement intéressant selon moi, c'est l'archétype de la gitane. Ah ouais. La gitane, c'est quoi ? C'est cette femme libre qui n'a besoin d'aucun homme pour se sentir pleinement elle-même, pleinement légitime, pleinement femme, mais qui en même temps aime, les hommes aiment l'amour aussi, et qui ose se permettre justement de laisser entrer des hommes dans sa vie, mais seulement si elle le choisit, et qui est vraiment... c'est un peu l'archétype aussi de la femme sauvage. D'ailleurs, un livre que j'ai acheté, mais je l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il parle énormément de ça, c'est Femme qui court avec les loups, je crois que c'est ça le titre. Ouais. Plus exactement sûre si c'est ça, mais quelque chose comme ça. Il est très connu, donc je vais le lire bientôt, donc je me réjouis. Un peu cet archétype justement de la femme sauvage, cool, qui se réapproprie son côté très animal. Et ça, c'est aussi un archétype que je trouve vachement intéressant dans notre société très carrée, où rien ne doit dépasser, pas un poil.
enfin voilà, il faut être, voilà, la femme doit être comme si elle était faite de plastique, pour être parfaite, pas un cheveu qui dépasse, pas un ongle mal fait, mes ongles sont très mal faits. Donc je trouve que la femme sauvage c'est vraiment hyper intéressant et complet et s'il y a un archétype par lequel commencer pour un peu se réapproprier ce côté très féminin sans être trop perché. Ouais. Non mais parce que c'est vrai que ça peut vite partir dans du spirituel, alors moi j'adore mais c'est vrai que si on n'est pas trop là-dedans peut-être ça peut faire un peu peur. Mais voilà, la femme sauvage, la gitane peuvent être un bon début. Et un dernier petit tour d'horizon de 4 autres archétypes, mais alors là je vais passer très vite dessus, qu'on peut relier du coup en fait au cycle menstruel quand on est une femme. Ça peut être aussi super intéressant pour apprendre les phases de son cycle, pour apprendre à, pas contrôler, mais plutôt à ressentir son corps, etc., qui peut nous aider. Comprendre son cycle. Comprendre exactement, qui peut nous aider parce qu'on peut avoir plein de symptômes pas très chouettes quand on a ses règles, ou même dans la phase prémenstruelle, etc. Et du coup, c'est vrai que comprendre son cycle, ça peut être déjà une aide en fait, qui peut déjà nous dire à telle période, peut-être je serai plus dans introspection, donc pas trop voir des gens, etc. Donc pour ça, il y a la première phase, donc ça correspond à la phase juste après les règles, qu'on appelle la phase de la jeune fille. Il y a plusieurs autres noms, mais voilà, ça c'est un nom que je retiens. Donc la jeune fille, c'est quoi ? C'est justement quand tu viens d'avoir tes règles. En général, c'est la période du cycle où tu es le plus actif, enfin la plus active, parce qu'en général, voilà. Où c'est là que t'es propice à la créativité aussi, ou en pleine possession de tes moyens. Justement, la jeune fille, ça veut bien dire ce que c'est. Elle est prête à faire de nouvelles expériences. Voilà, donc ça peut être un indicateur. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de la mère. C'est la phase où on est féconde, justement, la phase de, quand on ovule. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais. Ah, c'est juste. Tout d'un coup, j'ai eu un doute. Si, c'est juste. Et du coup, là, c'est une phase où on va commencer, les énergies vont commencer à se transformer. Alors, on va toujours être dans cette créativité, mais peut-être déjà un peu plus introspectif. Mais toujours, et peut-être plus aussi, on a peut-être plus besoin d'un peu cocooning et tout. Voilà. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase juste avant les règles. C'est la phase qu'on dit de la prêtresse ou de l'enchanteresse. C'est une phase, peut-être la phase la plus sombre du cycle, où souvent on peut avoir justement ce qu'on appelle ces syndromes prémenstruels, qui peuvent faire varier l'humeur à cause des hormones, des symptômes physiques, la poitrine sensible, enfin plein de choses comme ça. Donc là, en général, c'est vraiment le moment de commencer vraiment de l'introspection, de se tourner vers soi. Alors, si on est un peu dans tout ce qui est spiritualité, peut-être faire le travail sur les ombres, les choses comme ça. Et ensuite, du coup, on a la dernière phase qui est là, la phase des règles, qu'on appelle la phase de la femme sage ou de la sorcière. Et alors, ce qu'on a souvent dit, c'est que la période des règles, c'est le moment où on ne doit pas être active, on doit se retrouver. Alors, ça peut être le cas, mais ça peut aussi ne pas être le cas parce que pendant très longtemps, les règles étaient utilisées à plein de façons différentes, pour des rituels. Enfin, c'est quelque chose, le sang des règles, c'est quelque chose de très fertile aussi. Donc ça peut être soit une phase, justement, si on le sent vraiment, encore une fois, de continuer de se retrouver sur soi, de prendre du temps, voilà, peut-être d'écrire un peu ce qu'on ressent, etc. Mais ça peut être aussi un moment où on commence déjà à mettre en place des projets, etc. Parce que c'est une période vraiment très particulière où on vit quelque chose quand même de très particulier. On a quand même
du sang qui s'écoule de nous. Donc je pense que c'est la période peut-être où il faut le plus s'écouter, parce que c'est là où vraiment je pense que ça varie vraiment d'une femme à l'autre, suivant si on a des symptômes, des douleurs, etc. Une phrase très très forte, petit aparté, que disait Le Doyon, je crois, c'est que face parfois à l'incompréhension de certaines personnes quand les menstruations arrivent, c'est de leur répondre: mais n'oubliez pas qu'en fait, à chaque fois que mes règles viennent, j'ai perdu une option de vie. Ouais, exactement, oui, c'est elle qui dit ça. Ouais. Et c'est super fort. Complètement. Parce que c'est pas genre juste un caprice j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. C'est vraiment attends, il se passe quand même quelque chose de super fort en fait à ce moment-là, donc c'est quand même c'est pas rien. Non, complètement, c'est pas rien, c'est vraiment une période très très particulière avec les énergies qui peuvent être très très subtiles ou très fortes justement. Donc voilà, donc si des hommes nous écoutent ou des femmes même, ou des femmes également, mais respectez les femmes qui vous disent, les personnes qui ont leurs règles qui vous disent qu'il faut les laisser un peu tranquilles, ou qu'elles ont besoin de se retrouver, ou qu'elles ont mal. C'est pas des caprices en général. Non, il y a souvent une bonne raison. Il y a souvent une très bonne raison. Donc, c'est souvent le légitime et justifié même. Voilà. De beaux archétypes, tous très beaux, qui permettent justement de comprendre. De nouveau, on va insister, mais peu importe notre genre, on peut se retrouver dans des archétypes et c'est féminins ou masculins, ou les deux. C'est même vraiment hyper important, je pense, d'essayer de travailler, ou en tout cas de connaître les archétypes des deux côtés, parce que justement, on a ces deux côtés chez soi, et encore une fois, ça permet aussi de comprendre les autres. Oui. Donc, et voilà, et tout ce que j'ai dit là, c'est des choses que une personne qui se considère homme peut également, bien évidemment, ressentir, comprendre et travailler. C'est pas une question de genre, de nouveau, c'est une question d'énergie. Oui, on va bien insister sur ce point-là, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de doute par rapport à ça. Voilà. On peut se sentir concerné, peu importe l'âge qu'on a, qui on est, ce qu'on fait dans la vie. Il n'y a pas de bon moment pour complètement. Voilà, trouver son équilibre interne, quoi, puis savoir qui on est aussi. Et puis ça permet probablement de vivre peut-être avec moins de jugement et moins d'a priori et moins de clichés, justement. Exactement. De moins contenir les gens dans des sortes de... comment dire ça, de personnages... Et puis aussi, ça permet souvent de comprendre tous les aspects de notre société qui sont très ancrés et qui permettent de déconstruire en fait beaucoup de choses en fait qu'on nous a appris et qui semblent être complètement innées ou inhérentes à un genre, alors que pas du tout. Et que même si on se sent dans un genre, il y a énormément de choses à déconstruire. Totalement. Donc voilà. Totalement. Et puis ça permettra peut-être, si on est justement attentif à ça, d'éviter parfois de tomber dans des clichés qui peuvent être dangereux et qui peuvent même enchaîner sur des conséquences parfois graves. De voir quelqu'un qui semble avoir un genre, imaginons plutôt masculin, donc là, on va dire un homme par exemple, qui aurait peut-être une tendance qui tend plutôt vers un pôle, on va dire, féminin, mais qui se sent masculin, enfin qui se sent homme au niveau de son genre, qui se sent hétérosexuel au niveau de son attirance sexuelle, et qui va peut-être subir des moqueries ou des remarques comme quoi on va peut-être lui dire: ah mais t'es gay, t'es homo, etc. Alors que c'est les amalgames qui sont trop encore rapidement faits. Totalement. Et qui font que les gens sont tout de suite mis dans des cases. Exactement. Et qui sont clairement, ça nous enferme en fait, et qui nous permettent pas forcément d'être complètement libres. Mais oui, mais complètement, mais c'est hyper important, parce qu'il faut qu'on arrête de dire à une femme qui est un peu comment dire ça, justement on va dire sauvage, pour reprendre le terme qu'elle est forcément je sais pas moi, lesbienne, ou que c'est un garçon manqué, alors que pas du tout. Voilà, peut-être que ça. Si, mais c'est pas... Peut-être que oui, et peu importe. Mais peu importe, voilà. Ouais. Et pareil pour un homme qui se sent, pour une personne qui se sent homme, qui est homme de genre et tout, et qu'on lui dise: mais t'as un côté féminin, donc t'es forcément homosexuel, voilà, quoi. Non, exactement. Non, pas du tout. Pas forcément, c'est pas... Ça peut ne pas. En fait, il faut en discuter. Voilà, avec la personne, et puis écouter ce qu'elle a à dire, parce exactement. que c'est encore le plus important, quoi. Complètement.
puisque tu as proposé des archétypes féminins, je vais Propose-nous proposer... des archétypes masculins. Voilà. Exactement. J'en ai 4 en particulier ici, que j'aime beaucoup, en fait, qui sont très intéressants. Le premier, c'est le roi. Donc, En répondant à la reine. Voilà. Le roi ou le père. Exactement, c'est vrai que j'ai pas dit, mais complètement. La reine, c'est pareil, en fait, c'est plus ou moins aussi l'archétype de la mère. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes tendances, de manière générale. Alors pour le roi, de quoi on parle ? C'est la base. Ça a une charpente, ça représente la droiture, la stabilité, l'autorité aussi. Et on est plutôt sur une énergie qui est yang en l'occurrence. Donc si on prend les énergies yin-yang, donc là le yang qui est clairement dans le côté feu, action, soleil, dans l'aspect des grandeurs, de la vitesse, etc. Alors que le yin va plutôt être dans le repos, l'introspection, le froid, peut-être une certaine lenteur. Mais après voilà, à chaque fois c'est des énergies hyper importantes de garder ça à l'esprit, c'est qu'elles diffèrent en fonction d'un contexte et d'une situation. Mais du coup voilà pour le père. Puis c'est vrai que le père ou le roi en l'occurrence, et c'est vrai que c'est hyper intéressant cette figure-là parce qu'aujourd'hui dans notre société judéo-chrétienne et européenne, mais surtout centrée européenne, parce qu'on pourrait dire occidentale, mais j'aime bien préciser, surtout à ce niveau-là, c'est vrai que le roi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait beaucoup de rois en Europe quand même. À l'époque, c'était la figure de souveraineté, donc ça a beaucoup marqué, je pense, les gens au niveau de l'histoire, de la culture, de la société de manière générale. Peut-être que l'aspect du patriarcat est né de ça, parce que le patriarcat, à la base, c'est par rapport au père et pas par rapport à l'homme, forcément. Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, on ne faisait pas encore forcément de différence au niveau du genre, etc. Mais on peut retrouver quelque chose qui découle de ça. Mais parce qu'à la base, voilà, il y avait ce côté, justement, représentation, d'autorité, de quelqu'un qui est là et qui gouverne un pays, qui dirige un pays, et qui a toute une puissance par rapport à ses sujets et par rapport au peuple. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais il y a une certaine force dans le côté du roi qui est différente de la force du guerrier, qui est le second archétype, le deuxième archétype que j'ai ici. Là, on a plutôt le côté pragmatique. Côté actif, qui est ni dans l'excès ni dans la domination, là où pourrait tendre justement peut-être le roi. Le guerrier vigoureux, dynamique, combatif et protecteur, un peu aussi comme le père, mais de manière différente. On est dans la loyauté, dans la force, et de nouveau on est sur une énergie qui est plutôt yang. C'est un être qui reste connecté à son humanité, et là j'ai une petite anecdote que j'aime bien, chez les Lakota, qui est une tribu autochtone américaine du groupe ethnique Sioux. Ils forment d'ailleurs eux-mêmes genre 6-7 tribus, un truc comme ça. D'accord. Un groupe de 6-7 tribus. Un homme qui ne montre pas ses émotions et ne pleure pas est considéré comme un lâche. Bon, alors sans aller jusqu'à cet extrême de catégoriser comme ça, mais c'est assez intéressant parce que ça, justement, le fait de rester connecté à son humanité, c'est accepter justement sa nature humaine. Et en faisant cela, on accepte ses émotions, on accepte qu'on est régi par plein de bouleversements qui se passent à l'extérieur et à l'intérieur de notre corps, et que peut-être parfois, pleurer, ce qui est profondément humain, n'est pas forcément signe de faiblesse, même pas du tout. C'est justement d'accepter. Voilà, il y a aussi un côté symbolique parfois derrière, mais c'était intéressant. Je trouve intéressant hyper intéressant, comme anecdote. Après, on a un troisième archétype, ici le magicien. C'est la connaissance mystérieuse, la sagesse, les facultés extrasensorielles. C'est un être solitaire. Il initie les autres et les guide. Et il est dans la connaissance, l'éducation, la technologie aujourd'hui, et la guidance et la conscience. Donc voilà, quelqu'un qui est plutôt dans l'aspect réfléchi, dans le côté peut-être analyse, une approche avec un regard différent par rapport à ses compatriotes. On est en l'occurrence dans une énergie qui est plutôt yin. Oui. D'accord. Ce qui est intéressant, et c'est justement là où on voit cette différence vraiment, je dirais, on peut visualiser la différence entre le yin et le yang. On est à chaque fois dans des archétypes masculins depuis le début, et pourtant on a deux énergies différentes, et on remarque justement, je pense que même si les termes yin et yang ne sortaient pas, on arriverait à comprendre qu'il y a une différence au niveau de l'énergie. Au niveau de ce que ça apporte et où ça va, ce que ça amène. Complètement. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'on est aussi généralement assez sensible à ce genre de choses. Et parfois, peut-être qu'on est tellement sensible à ça que justement, on en arrive à faire des clichés et ce genre de choses. Mais après, à voir. Complètement.
quatrième et dernier archétype que je vais citer, c'est l'amant. Là, on parle d'amour, de vitalité, de passion, de désir, sensualité. C'est quelqu'un d'empathique, de doux, de sensible, avec une profonde connexion à autrui. Et on parle de jouissance de vivre et de légèreté. Et du coup, d'un point de vue énergie, on est sur du yin. Voilà. Donc aussi intéressant. Ces 4 archétypes sont intéressants parce qu'ils sont vastes. Et si on se sent plus l'un ou l'autre, c'est intéressant justement de voir comment ça se traduit, qu'est-ce que ça dit de nos besoins, de nos envies, du moment où on le vit. Et après avoir, ça peut évoluer en fonction de plein de choses. Donc de nouveau, ne pas rester cantonné à un type d'archétype parce qu'on a l'impression que c'est celui qui nous correspond le plus, mais plutôt de se laisser la possibilité d'évoluer et de se dire que de toute façon, à partir du moment où on est né jusqu'au moment où on mourra, on va beaucoup évoluer, on va beaucoup changer, et forcément que ce qu'on va chercher et ce qu'on dégagera aussi. Donc voilà, autant utiliser ça justement comme un outil, plutôt comme une représentation, une figure qu'on doit absolument respecter et incarner. Ce qui ne serait pas forcément une bonne idée. Pas du tout, c'est vraiment plus des aides. Et d'ailleurs, ce que je voulais rajouter, que peut-être je me dis que ça peut être cool, c'est qu'il y a des archétypes aussi plutôt sombres en fait, qui sont aussi également hyper intéressants d'aller creuser. Qui sont plutôt les archétypes du coup de ce vers quoi on aurait tendance à aller, mais qui en fait ne sont pas bons pour nous en tant qu'être humain, quoi. Donc par exemple, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit, un masculin, un féminin. Le féminin, ce serait l'archétype, alors j'ai pas vraiment de termes qui me viennent comme ça, mais c'est un peu ce côté de soit tu es une femme libérée, tu es considérée comme une prostituée, tu es une femme. Soit tu fais rien et tu es considérée comme prude, comme voilà. Et c'est des fois difficile de trouver justement le juste milieu là-dedans, donc aller un peu dans ces 2 archétypes de peut-être la Vierge justement, et l'archétype plus de pourquoi pas la prostituée, des choses comme ça. Ça peut nous amener des réponses de ce vers quoi qu'est-ce qu'il y a de bon à tirer des 2 en fait, et trouver son chemin là au milieu en fait. Et du coup pour l'homme, et ça je pense que ça vient vraiment de cette société et des religions qui nous ont un peu coupé de notre sexualité en tant que femme, enfin en tout cas l'énergie féminine, mais principalement en tant que femme, qui font qu'on est souvent tiraillé justement entre ces 2 côtés. Et du coup pour l'homme, ça n'a pas du tout été bénéfique non plus, parce que cette trop prise de pouvoir a fait qu'ils sont allés dans des extrêmes de domination justement. Puis c'est beaucoup de charges. C'est énormément. Beaucoup de responsabilités, plus que ce que on peut supporter de manière saine. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'on a dépossédé la femme de beaucoup de choses, mais également au détriment de l'homme. Complètement. Complètement, ça j'en suis persuadée. C'est vraiment quelque chose qui n'a fait de bien à personne. Personne, parce que pareil, il y avait aussi énormément d'attentes de ce que devait être un homme, et ce côté très bourreau en fait, et celui qui dirige, mais de manière tyrannique en fait. Donc voilà, peut-être ça peut être aussi des choses vers lesquelles aller. Dans le côté un peu de extrême, quoi. Voilà. Donc ça c'est aussi, les archétypes plus sombres peuvent être aussi des bons points de départ. Et sinon, comment trouver d'autres archétypes, notamment des exemples très faciles, ça peut être à travers des déesses, des dieux dans les mythologies égyptiennes, grecques, etc. Ça c'est des bons exemples, parce que c'est des archétypes tout simplement, qui ont chacun leurs propriétés, leurs qualités, leurs défauts, etc. Si vous tirez les cartes à travers le tarot, à travers des oracles aussi d'ailleurs, là il y a plein de ressources desquelles on peut s'inspirer, quoi. Comme je disais avant avec l'impératrice pour la reine, mais en fait toutes les arcanes majeures du tarot, mais même les arcanes mineures, peuvent être des sources d'inspiration. Mais bon, ça c'est si vous connaissez et vous tirez les cartes. Donc voilà.
Ouais, Enfin, vous pouvez vous y intéresser sans tirer les cartes d'ailleurs. complètement. Donc voilà. Le féminin masculin, c'est... ouais. Vaste sujet. C'est vaste, il y a Je l'ai tellement dit. de choses intéressantes, Mm. et puis c'est vrai qu'on pourrait aussi revenir sur le féminisme en particulier, Oui. qui est un courant qui, dans son fond et dans ses valeurs, ce qu'il défend est très beau, qui a parfois été dans ce que je considère être des extrêmes, Ouais. Exactement. dans un sens ou dans un autre. Hein, voilà, je ne donnerai pas particulièrement un exemple, parce que voilà, après c'est aussi à chacun de voir, de chercher, de se documenter, mais où justement parfois on a tendu vers un extrême avec des systèmes qui mettent en avant un genre plutôt qu'un autre. De faire l'inverse, c'est pas bon non plus. C'est ça, exactement. Et il faut trouver plutôt tendre justement sur un équilibre. Exactement, ça c'est le point à retenir, c'est un point d'équilibre justement, parce qu'effectivement, le fait que les femmes soient sorties dans la rue pour faire parler, que leur voix soit entendue, etc., c'était une très bonne chose, ça reste une très bonne chose, mais il faut trouver maintenant un moyen de trouver un accord en fait aussi pour que les hommes soient pris en compte là-dedans. Oui. Parce que sinon on repart sur un déséquilibre inverse en fait. C'est ça. J'ai eu entendu des propos de femmes qui se disent féministes et qui clairement disaient mais pour nous les hommes n'ont rien à voir avec cette cause. Qu'ils n'ont pas à être avec nous, à nos côtés. Je peux comprendre d'une certaine manière le raisonnement qu'il y a derrière, parce qu'il y a aussi une question de blessure profonde par rapport à... C'est complètement légitime, mais de nouveau, on repart sur quelque chose où aujourd'hui on aimerait peut-être tendre à communiquer, tendre à trouver des solutions ensemble. C'est ça, et sans exclure les hommes de la cause, parce qu'en fait, sans eux, on peut pas trouver d'équilibre en fait, puisque l'équilibre, c'est ça, c'est vraiment égalité, équité entre les hommes et les femmes, que tout le monde trouve en fait sa place dans cette société. Et tout en prenant en compte, parce que souvent dans les grands mouvements comme ça, on va sur de la généralité, on n'a pas tellement le choix aussi, c'est vrai que c'est pas facile de prendre en compte l'individu dans des mouvements qui concernent des milliers de personnes, des millions de personnes. Qu'on se mette d'accord par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Mais prenons aussi en compte parfois justement à des échelles plus petites l'individu, et de comprendre que oui, le féminisme amène de grandes idées avec de grandes valeurs, ce qui sont des vecteurs, j'ai envie de dire, ce qui présentent des trajectoires globales, générales, avec un objectif qui me semble être quand même assez partagé par pas mal de monde en fait. Mais prenons aussi l'individu qui, à travers ça, à travers son propre prisme aussi, va pouvoir lui personnaliser. Et voilà, et pouvoir lui-même se dire moi j'ai envie de me construire de cette façon, et peut-être que le féminisme apporte justement cette liberté de me construire de cette façon. Je pense aux hommes qu'on a parfois émasculés justement à cause de... C'est très hard comme terme, mais dans le sens où... c'est presque devenu ça effectivement, de vouloir reprendre cette place complètement légitime et méritée de notre place dans la société égale à celle de l'homme. Mais sauf que parfois, à cause de tout, effectivement, comme tu disais, toutes les blessures qui ont été engendrées sur des centaines et des centaines d'années, évidemment que pour se faire entendre, il a fallu jouer des coudes et y aller un peu franco, quoi. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça, je pense que c'est complètement normal. Mais pas au détriment finalement. Évitons en fait de recréer d'autres blessures. Voilà, c'est ça, exactement. À l'inverse du coup. Ne faisons pas la même chose sous prétexte que de vengeance en fait, ou je ne sais pas quoi. En fait, c'est pas la solution selon nous en fait. Donc, je pense qu'on partirait plutôt dans justement cet équilibre de féminin-masculin. Sans parler de genre, parce que ça c'est propre à chacun, donc complètement. C'est vraiment, et c'est extrêmement légitime, c'est très très bien. Sentez-vous bien avec qui vous êtes et comme vous êtes, c'est le plus important. Mais si on parle vraiment de féminin masculin, respectez vous-même, respectez-vous vous-même, déjà dans un premier temps par rapport à vos propres énergies. Ça c'est extrêmement important. De ne pas refouler en se disant si je fais ça je vais avoir l'air ridicule, ou j'en sais rien. J'ai vu, fantastique, magnifique la vidéo, mais un homme qui se considère comme homme, qui est marié à une femme hétérosexuelle, bref, un mariage heureux, en tout cas ça a l'air,
qui a des enfants, qui travaille en entreprise, qui a un certain poste et qui adore porter des jupes et des talons hauts. Mais oui, mais c'est super. Mais complètement. Et il le dit, je me sens libre comme ça, c'est je me ça, sens mais, moi-même. mais complètement. Et j'ai pas l'impression justement que ça me rend moins homme qu'un autre homme. Ouais. Mais qui complètement, porterait pas c'est vrai de- que les habits, c'est vrai que l'apparence, c'est un des premiers trucs qui va ça. nous faire dire telle personne, enfin qui va tout de suite nous faire porter un jugement volontaire ou non sur une personne. Mais c'est vrai que c'est bête à dire, mais les habits n'ont pas de sexe en fait. Et certes, c'est vrai que ça a été plus ou moins tourné vers, je sais pas, des robes, des jupes plutôt pour les femmes et des pantalons à la base plutôt pour les hommes, mais typiquement, ça c'est démocratisé. Ça a changé. Oui. Donc pourquoi pas les robes, les jupes et... C'est ça. Et si vous êtes un homme qui ne vous sentez pas de porter des jupes et des talons, mais ne le faites pas, c'est complètement normal. Voilà. Enfin, mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous voulez pas le faire, faites-le pas. En fait, c'est juste d'arrêter de porter des jugements hâtifs sur le comportement des autres. Et sur soi-même, parce que des fois on s'empêche. Oui, complètement. Alors c'est vrai qu'on a peut-être peur, on fait une projection et par rapport aux autres on a peur de leur rejet, de leurs commentaires, etc. Mais c'est peut-être parfois, et j'ai l'impression que c'est même plus souvent ça, c'est de se dire, merde en fait je vais le faire et on verra bien. Ouais. Et en fait on se rend vite compte que les gens autour de soi ils sont plutôt en mode ah c'est cool. C'est ça. Enfin j'aurais pas osé et peut-être que ça leur donne justement des idées, ça les inspire et peut-être qu'eux-mêmes vont le faire après derrière. Il y aura toujours des personnes pour critiquer. Mais complètement de toute façon. Voilà. Mais je pense que la plupart du temps les gens sont même en fait attendent qu'il y ait la bonne personne qui fasse pour elle-même se dire il a le droit, j'ai le droit, alors moi aussi. Complètement. D'être dans mon féminin masculin. Et aussi ne pas oublier qu'en soi, les gens, en fait, on a tous peur du jugement des autres. Oui, mais du coup, en général, si on fait quelque chose, qu'on ose faire quelque chose, et que ça perturbe quelqu'un d'autre, dites-vous que 10 minutes plus tard, il vous aura probablement oublié, parce qu'il sera déjà en train de penser à lui, qu'est-ce qu'il fait, à quel moment il va être jugé. En fait, on est tous comme ça, en fait. On a tous peur du jugement des autres, donc dites-vous que si vous avez peur, celui en face, tout aussi peur que vous, en fait. Totalement. Donc il faut oser. Alors donc voilà. Si vous le pouvez aussi, oui, bien sûr. Il faut aussi respecter ses propres limites et puis ne pas aller à l'encontre de voilà, faire les choses petit à petit. Mais être de plus en plus voilà, dans la bienveillance envers soi et envers les autres. Et aussi penser que avant de vouloir changer les autres, il faut d'abord se changer soi en fait. Pour changer le monde, si tout le monde pensait d'abord à essayer de se soigner, de penser ses plaies au niveau justement de son équilibre féminin-masculin notamment, ça peut être un point de départ. C'est ça, c'est une piste. Et le monde irait probablement beaucoup mieux en fait. On attarde beaucoup d'importance, enfin on attarde beaucoup de temps, on s'attarde beaucoup, c'est quoi l'expression on accorde beaucoup d'importance et on s'attarde beaucoup c'est ça. Sur voilà, du coup j'ai perdu la phrase que je venais. Oui, à vouloir changer les autres pour qu'ils s'accordent à notre façon de penser, qu'on pense tous être la meilleure, alors qu'en réalité, il y a 7 milliards de personnes, bientôt 8 sur Terre, il y a probablement 7... Je crois qu'on a déjà passé le 8 à part. On a passé le 8 ? Ouais. Bon, il y a 8 milliards de personnes, il y a probablement 8 milliards de façons de penser. Donc... Ouais. Je suis pas sûre de ce que je te dis, mais il me semble. Je suis pas sûre. Oui, on est entre le 7 et le 8. Voilà, quelque chose comme ça. Non, mais complètement. Respectez-vous vous-même. Ouais. Se respecter soi, respecter l'autre. Ouais. Généralement, c'est plus facile de respecter les autres quand on se respecte aussi soi-même. Complètement, ça c'est vrai. Ouais, et de faire attention. C'est vrai que c'est pas évident. Enfin, je veux dire, moi-même, je n'aspire pas à la perfection à ce niveau-là, pas du tout. Je fais encore des amalgames, je fais encore des, bien sûr, c'est des raccourcis. Complètement, mais donc c'est... il faut déconstruire, ne pas hésiter à dire si quelque chose vous a blessé, etc. Complètement. Et aussi parce que les gens sont pas forcément, même la plupart du temps, malveillants. Complètement, j'en suis convaincue. Donc voilà. Créer un dialogue, et puis peut-être qu'un jour, justement... on pourra juste faire comme on veut. Qui sait, dans un monde utopiste, on sera enfin libre d'être qui on veut, comme on veut, sans être jugé. Mais en tout cas, voilà, de ne pas avoir peur d'explorer un pôle ou un autre, les deux. Voilà, les deux. Je pense que les deux, c'est important de les explorer pour soi, pour aussi ensuite
Mine de rien, ça peut quand même être pas mal relié au domaine ensuite amoureux, parce que souvent, si on pense pas ses plaies, on attend de l'autre qu'il les pense pour nous. Notamment le grand cliché de l'âme sœur, enfin de trouver sa moitié en fait. On n'est pas complet jusque-là, voilà, c'est ça. Il nous manque quelque chose. Non, en fait, vous êtes complet en étant vous-même, et c'est 2 personnes complètes qui formeront un couple sain en fait. Donc, ou d'ailleurs plus que 2 personnes si vous êtes dans le polyamour, je veux dire, Oui, c'est vrai. Voilà, ça. Voilà, pour ne de nouveau pas rester dans les clichés trop réducteurs, mais bon, voilà, vous avez compris. Mais dans le sens, complétez-vous vous-même. Le partenaire n'apporte rien de plus que ce qu'il ne peut déjà donner déjà de 1. C'est ça. Et ne Ça va doit être surtout pas... Ça doit être un partage et non pas un pansement. Oui, ouais. Complètement. Et, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais voilà, prenez le temps d'explorer vos polarités, vos blessures aussi. De les comprendre, de les accepter, Ouais. et d'en faire une force. Ouais. Autant que ça serve. Ouais. De pouvoir mettre en avant le fait qu'on soit unique. Oui, complètement. C'est ça, et c'est ce qui est important. beau, c'est superbe. J'aime bien cette phrase qui dit soyez vous-même, soyez unique parce que personne ne pourra aussi bien le faire que vous. Ouais, Et c'est super parce que et ça semble tellement logique, mais en fait on n'y pense pas tellement, j'ai l'impression. Non. Et du coup, de garder ça en tête, de se dire que peu importe qui on est, comme on est, Enfin, je connais personne qui est totalement dénuée de comment dire ça, d'une énergie féminine ou masculine. Donc ça me semble faire assez sens qu'on est tous concernés par ça. Et complètement. Et ouais, mais après de nouveau, on est vraiment sur quelque chose où on parle beaucoup de ressenti, on est beaucoup dans du spirituel. C'est clair que c'est pas prouvé par la science, mais non, ça le sera bientôt. Peut-être. Ce serait bien. Ce serait bien. Alors, il y a déjà des choses qui tendent vers ça, mais c'est vrai que ça peut être... c'est juste, en fait, disons que c'est très relié à notre éducation, malgré tout. Donc, c'est relié à toutes les choses qu'on nous a appris, qui nous sont encore inculquées, qu'on entend à la télé, que on a appris à l'école, que nos parents nous ont transmis, etc. Donc, si vous voulez aller sur des trucs plus concrets... Il faut simplement penser à tout l'aspect psychologique qui est ici pris en compte, en fait. De tous ces barrières qu'on se met, qu'on met aux autres, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être complètement... Nous-mêmes. Nous-mêmes, exactement, oui. Et voilà, et du coup, les archétypes, on peut les voir de manière très psychologique. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Carl Gustav Jung. Oui. Pardon. J'étais là, il manque un mot, mais Jung, tout simplement. Il était éminent psychologue. Oui. Et il dit d'ailleurs des choses très très intéressantes par rapport à ça. Enfin, complètement. Inconscient collectif. Ouais, inconscient collectif, inconscient... par rapport à soi. Je sais plus exactement individuel, quoi. Individuel, merci, ouais. Et à partir de ça, il a justement relevé des archétypes qui, du coup, englobent à peu près l'ensemble de la société. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est aussi des pistes pour aller plus loin. À nouveau, c'est vrai on parle beaucoup de ces archétypes, mais c'est vrai qu'on trouvait que c'était intéressant. Peut-être que si vous avez d'autres outils, donnez-les. Et puis on peut faire des recherches et puis voir ce qu'on peut en dire. Et complètement, mais je pense que là on a fait un peu le tour. Ouais. On va partir, on avait cette idée, on a envie de partager à chaque fois une œuvre qui nous inspire en ce moment. Exactement. Donc quelle serait ton œuvre aujourd'hui ? Alors je vais du coup... Alors j'allais dire que j'allais en choisir 2, mais non, parce que du coup j'ai déjà parlé de Jung, donc toute l'œuvre de Jung, alors je suis qu'au début de mes recherches avec lui, enfin voilà, de lire ses livres, mais ça peut être vraiment une très bonne piste. Et sinon l'autre, c'est un roman, il s'appelle Circé de Madeline Miller, si je me trompe pas, qui est, du coup Circé était une déesse grecque, la première sorcière. Elle est hyper intéressante et du coup c'est un roman sur sa vie et hyper intéressant comme archétype justement de cette femme libre qui en même temps est très humaine, donc essaye de démêler ses sentiments,
Et en même temps sa volonté voilà, de liberté, etc. Donc hyper intéressant. Chouette. Mais c'est une super histoire, quoi. Si vous aimez la mythologie grecque, c'est vachement bien expliqué. Cool. Raconté plutôt. Ah mais c'est trop bien, faudra que je lise après ça me trop Je te le passerai. Ouais, trop volontiers. Et pour ma part, rien à voir avec le thème, mais... Ah mais ça peut être complètement en dehors du thème, hein, Oui, c'est vrai. C'était vraiment actuel parce que c'est ce que j'ai lu il y a pas longtemps, donc voilà. Mais personnellement, je vais plutôt proposer de la musique classique, notamment la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Je connais pas du tout. Qui est sublime, je trouve sublime. Incroyable. Et il y a particulièrement la symphonie numéro 9. Super. Voilà, c'est la symphonie numéro 9. Symphonie numéro 9. Voilà, la Dvorak. symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Dvorak. Comment t'écris ça? D-V-O-R-A-K. Ok. Et il y a un accent quelque part. Super. Bah, génial. Bah, merci beaucoup. C'est très beau. Ça dure long. Oui. Mais ouais. voilà, ça vaut la peine. Niveau sensation, je pense. C'est assez intéressant. C'est une belle expérience. En tout cas, ça raconte de belles choses. Magnifique. Voilà. J'aime bien le côté symphonie du Nouveau Monde. C'est vrai que c'est beau. Ça me fait rêver. Juste ouais, d'y penser, là, j'ai plein d'images, alors que j'ai pas écouté. Trop beau. Bah, merci. Trop chouette. Je vais aller écouter ça aussi. Cool. Ok. Et bon. puis du coup, on vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt. On attend vos retours avec grand plaisir et impatience. Oui, totalement. Et à une prochaine fois. On vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée en fonction Exactement. de quand vous écoutez ce podcast. C'est ça, on vous Et envoie plein de bonne Oui, énergie. et on fait plein de bisous. Enfin, c'est pas... on fait des bisous aujourd'hui. On fait des bisous aujourd'hui, d'accord, ça marche. Alors, bisous. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Le podcast Romano.